Le Rwanda a pris les armes pour aller au Congo. Maintenant, vous allez chez le Rwandais pour qu'il vous donne le soutien de mener votre mission. Ils ont superbement ignoré les institutions de la République démocratique du Congo. Interview de l'un d'eux qui disait si le chef de l'État était en désaccord avec eux, il les aurait écrits. Donc ce n'est pas là la querelle. Ici, c'est le Congo qui nous intéresse. Ils sont Congolais, nous sommes Congolais. Notre cri de cœur, c'est de dire « Mettons-nous ensemble pour sauver notre nation ». Président international de l'Église pentecôtiste des secouristes et fondateur de la Storehouse Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée aux actions philanthropiques, le révérend Ejiba incarne un leadership chrétien efficace et dévoué. En plus de son rôle de président de l'Église du Réveil au Congo, il est également président national du Africa Ministry Network, AFMIN Congo, une organisation internationale regroupant près de 1500 serviteurs de Dieu à travers la République démocratique du Congo. Fort de plus de 40 ans d'expérience dans le ministère chrétien, le révérend Ejiba a formé et équipé de nombreux pasteurs leaders, influençant la croissance spirituelle de l'Église du Christ à travers le pays et au-delà. Mais son travail ne se limite pas à prêcher l'Évangile. Le révérend Ejiba est reconnu pour sa foi pratique et ses nombreuses initiatives caritatives. Son engagement envers les personnes vulnérables, les personnes handicapées, les enfants abandonnés, les orphelins, les veuves et les personnes âgées témoigne de son profond désir de faire une différence concrète dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, le révérend Ejiba Yamapia partage avec nous son parcours, sa vision et ses efforts inlassables en faveur de la paix, de la réconciliation et du soutien aux communautés marginalisées. Restez avec nous pour découvrir son travail incroyable et sa mission divine. Bienvenue à cette émission, Les Grands Enjeux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un homme de foi, de vision et d'impact, le révérend Ejiba Yamapia, président international de l'Église pentecôtiste des secouristes et fondateur de l'ONG Storehouse Foundation, une organisation à but non lucratif qui œuvre d'ailleurs dans le domaine philanthropique. Le révérend Ejiba incarne un leadership chrétien efficace et dévoué, comme vous venez d'ailleurs de le suivre dans cette introduction. C'est un honneur, c'est un privilège. Bienvenue, révérend. Merci beaucoup, mon frère. Et merci d'être là. D'abord, la question, c'est de savoir, révérend, qu'est-ce que vous faites à Washington Ici, à Washington, j'ai eu à faire quelques contacts. L'objectif, c'est de parler avec certains sur la situation qui prévaut dans mon pays. Et à ce titre-là, nous avons pris langue pour porter le message à ceux qui peuvent, prenant des résolutions, que ces résolutions ne restent pas lettre morte, mais que ça puisse être bien appliqué. Bien appliqué, et cela d'ailleurs nous pousse, c'est pour la raison d'ailleurs pour laquelle nous vous avons invité, pour aussi savoir, révérend, comment pouvez-vous décrire la situation sécuritaire ces derniers temps à l'est de la RDC et son impact sur les communautés locales? Qu'est-ce que vous avez appris étant ici à Washington? Non, vous savez, les communautés vivent d'abord ensemble. Mais quand la guerre intervient, il y a la séparation. Les gens se retrouvent en dehors de leur habitation. Les enfants se retrouvent loin, ne sachant pas où se trouvent les parents. Et donc, c'est cette situation-là qui se présente être très préoccupante. Et nous, comme chefs religieux, nous nous disons, ces gens-là, ce sont nos paroissiens. Ces gens-là, ce sont nos frères, nos sœurs. Ces gens-là, ce sont pour qui Dieu nous a établis afin que nous servions des bergers. Que faire? Et parce que la guerre en République démocratique du Congo n'a pas juste une dimension locale, elle a une dimension internationale. Voilà pourquoi nous portons notre voix, la voix de l'Église, pour dire
en tout cas, il est nécessaire que la paix revienne au pays. Il est nécessaire que les résolutions qui sont prises puissent être appliquées. Et vous parlez d'un impact aussi international, la raison pour laquelle d'ailleurs vous êtes ici à Washington. Avez-vous rencontré certaines de ces personnes qui prennent ces décisions de haut niveau? Oui, ici à la caméra, je préfère taire qui j'ai rencontré, mais je confirme que nous avons eu à rencontrer certains du domaine politique, mais aussi certains du domaine ecclésiastique, mais de haut niveau. De haut niveau. Et vous êtes confident que cela pourrait aider à la situation dans votre pays? C'est affirmatif, parce que nous ne faisons pas le travail par plaisir de le faire. Nous faisons cela pour que la voix soit entendue. Et donc, nous ne pouvons pas perdre notre temps. Et c'est un temps investi utilement. Révérend, quand vous parlez d'un temps servi utilement, mais au moins vous pouvez nous dire, ou quand vous parlez à toutes ces personnes que vous rencontrez, quels sont les principaux défis, Révérend, qui entravent les efforts de paix dans la région aujourd'hui? Bon, quand nous disons ce qui peut entraver le retour de la paix, bon, c'est parfois le mépris des uns et des autres. Qu'est-ce que j'appelle mépris? Vous trouvez un chef d'État qui dit, bon, vous dites que nous allons sanctionner le Rwanda, allez au diable. Bon, vous voyez déjà que c'est un va-t-en-guerre. Vous sentez que c'est quelqu'un déterminé à faire sa volonté et non pas la volonté du reste de la communauté internationale. Vous parlez du retour de la paix, Oui. C'est aussi quand vous vous retrouvez qu'il y a certains fils du pays lesquels pouvaient chercher à tout prix l'intégrité territoriale. Vous les sentez qu'ils ne sont pas tellement dans cette logique-là, et vous sentez qu'ils sont prêts à servir n'importe quel intérêt pourvu que ce qui les concerne dans leur tête que nous ne pouvons pas juger et arrive à la réalisation. Bon, si ces ingrédients sont mis ensemble et que la volonté de ceux qui ont pris les armes pour agresser la République démocratique du Congo, les enfants du pays qui ont décidé de trahir leur propre nation, donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est d'appeler les uns et les autres. Du reste, cette semaine qui continue, il y a eu quelques jours, en République démocratique du Congo, on a parlé de la conscience africaine, en pensant à cet homme qui a vécu à son temps, nous disons, le prophète Simon Kimbangu. Et je me suis même questionné que si vraiment tous les Congolais pouvaient réfléchir en disant si Kimbangu était vivant aujourd'hui, en nous regardant de la manière dont nous nous comportons, comment il réagirait. Si les religieux, parce que Kimbangu était un chef religieux, pouvaient voir Kimbangu d'en face et Kimbangu poserait des questions à Ejiba que je suis, Ejiba à Washington tu fais quoi, et pouvait poser à Senko à Washington, vous faites quoi? Vous pouvez poser à l'ECC, vous faites quoi? Et donc, nos réponses nous engageraient à savoir, est-ce que la conscience, d'abord congolaise, avant de parler de la conscience africaine, d'abord la conscience congolaise, toutes ces personnalités que je citais sont des Congolais. Alors, leur discours, est-ce qu'ils parlent du Congo ou ils parlent autrement? J'ai écouté un prélat, il dit qu'il recevrait le soutien du Rwanda. Mais, mon ami, je veux froidement que nous puissions réfléchir. Le Rwanda a pris les armes pour aller au Congo. Maintenant, vous allez chez le Rwandais pour qu'il vous donne le soutien de mener votre mission. Et puis, le prélat dit clairement que le président rwandais a trouvé notre démarche très appréciable, très louable. Ben, ça signifie
que dans cette démarche, le Rwanda trouve son compte. Dans cette démarche, ça signifie que le président rwandais trouve des interlocuteurs qui vont apporter son message. Et quel est son message? Ces prélats, révérends, disent que c'est une démarche des hommes religieux que vous êtes. Quand un des fils est égaré, qui que ce soit, de Rwanda dans ce cas, ils doivent réconcilier tout le monde, ils doivent mettre tout le monde sur une même table. Vous êtes d'accord avec cette pensée ou cette stratégie de leur part? Je pense, si la chose était telle, on obtiendrait d'abord les quitus de ceux qui gouvernent le Congo. Le Congo, c'est une nation. Le Congo a un président. Le Congo a un gouvernement. Le Congo a un parlement. Le Congo a un sénat. Le Congo a les cours et tribunaux. Et donc, cette démarche, si c'était pour le Congo, je pense qu'on dirait à ceux qui gouvernent le Congo que voilà, pour le besoin de la paix, pour le besoin de la souveraineté nationale, nous allons faire le tour. Mais selon mes informations, ils ont superbement ignoré les institutions de la République démocratique du Congo. Et par là, je me pose des questions. Toutes ces résolutions qu'ils auront à faire, c'est pour les opposer à qui et avec quel pouvoir ils vont opposer ces résolutions-là au peuple congolais? Parce que le peuple congolais a des dirigeants. Voilà un peu mon cher ami. Donc il fallait commencer par voilà, le chef de l'État. Voilà. Ouais, ouais. Et peut-être tu me poseras la question, mais il semble qu'ils disent que le chef de l'État leur avait donné quitus. Oui, exactement. Ils l'ont dit, en fait. Ils l'ont dit. On a vu dans les médias qu'ils ont aussi vu, si pas le chef de l'État lui-même, mais en tout cas, les éléments à ma connaissance stupides, qu'en voyant le chef de l'État, le chef de l'État leur a dit « Donnez-moi 2 semaines et nous allons nous retrouver pour que je m'imprègne de la matière que vous m'amenez. » Deuxième chose, le chef de l'État leur a demandé d'être inclusif. C'est alors. Mais la surprise pour tous, vous êtes journaliste, vous pouvez checker l'histoire de ce qu'ils font. Au sortir de chez le chef de l'État, ils n'ont pas attendu les 2 semaines qu'on leur avait demandé pour que le chef prenne connaissance du fond du dossier. Et là, ils ont pris déjà le bateau des pèlerins. Et si vous regardez très bien dans le déroulement, directement, ils ont été à Goma, à Kigali, et ainsi de suite. Et alors, les quitus, j'ai suivi l'interview de l'un d'eux qui disait si le chef de l'État était en désaccord avec eux, il les aurait écrits. Comme il n'a pas écrit, cela signifie qu'il est... Non, il est le chef de l'État. Il n'est pas là juste pour, quand quelqu'un bouge, il prend une ordonnance. Et encore que ce sont des chefs religieux, et vous savez que le chef de l'État congolais, c'est un chrétien. Alors, en tant que tel, il a du respect pour les clergés, mais dommage que parfois les clergés peuvent mal comprendre la façon dont cet homme d'église, parce que lui est un chrétien, donc c'est un homme d'église, mais du moins, nous disons là, que devant leur conscience, parce que je parlais de la conscience africaine, que Paul Kagame peut se poser la question de savoir que si la conscience africaine était à moi, qu'est-ce que je fais au Congo? Pourquoi je me trouve à Goma? Pourquoi je me trouve à Bukavu? Et c'est là l'interpellerait pour dire, en tout cas, la barbarie n'est pas bonne et elle ne paye pas. Elle ne paye pas. Alors, et là, vous parlez aussi de la Sanko, révérend. Du coup, ça me pousse alors à poser cette question. Quel rôle, révérend Ejiba, les leaders religieux jouent-ils, en tout cas dans la promotion du dialogue et de la stabilité dans ces zones de conflit en RDC? Dans ce sens, pourquoi cette division entre les églises de réveil et l'église catholique? Non, la division n'existe pas. Pour votre information, je suis le président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo.
Et à ce titre-là, il y a plusieurs confessions religieuses. Et donc, nous avons une initiative. Cette initiative intitulée « Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo ». Et avec cette initiative, nous la voulons inclusive. Parce que nous ne pouvons pas vouloir... Il n'y a pas de discrimination quelconque. Non, non. Il n'y a pas que de dire il y a un petit Congolais et un grand Congolais. Parce que j'ai entendu un prélat qui a dit clairement que bon, l'Église catholique, l'Église protestante, ce sont des institutions et puis ce sont des confessions significatives. Bon, quand quelqu'un dit des institutions significatives, ça signifie ou ça sous-entend les autres sont des institutions insignifiantes. Et moi, je lui dis donc, moins non. Significatives. Oui, qui ne sont pas significatives. Et moi, j'ai dit non. Ça, c'est une lecture d'il y a 40, 50 ans. Mais une lecture réelle, ecclésiastique de la République démocratique du Congo vous révélera qu'aujourd'hui, si nous prenons seulement l'Église du réveil du Congo ou tous les mouvements de réveil, envoyez votre caméra à Kinshasa. Vous allez vous retrouver que dans une commune, quand il y a 2 paroisses ou 3 paroisses catholiques, il y a au moins 200 à 500 églises de réveil. Alors, vous allez me dire, si nous allons dans le strict minimum, et je ne vois pas une des églises catholiques qui regorge chaque dimanche 2000 personnes. Alors prenez, si les églises de réveil, dans leur globalité prises ensemble, et vous les mettez 500, je donne l'exemple d'une commune. Nous sommes à Lemba. À Lemba, nous avons, je crois, 6 paroisses catholiques. À Lemba. À Lemba. Et quand vous prenez les 6 paroisses catholiques, contre 780 églises de réveil, allez-vous me dire si une de ces églises-là ne pouvait représenter que 100 personnes? Prenez maintenant 700 fois 100 personnes et vous aurez au moins les chiffres statistiques qui peuvent parler. C'est vrai, ils peuvent se dire qu'ils ont des infrastructures, mais encore, il y a une question. Ils le disent toujours, et c'est pas des infrastructures de moindre, on est d'accord. Mais ces infrastructures sont construites avec l'argent de l'État. Ils reçoivent les subventions de l'État. Je crois, en tant que journaliste, vous avez suivi la querelle de 40 quelques millions de dollars qu'on a donnés à l'Église catholique. Mais à eux aussi de dire, aux autres, on leur a donné combien? Sont-ils les seuls Congolais religieux qui ont droit à tout et que les autres n'ont droit à rien? Et c'est là le problème entre les deux Non, aucun problème. Je voulais seulement répondre à ta question. Ouais. De ceux qui disent « Oh, c'est une église structurée ». Je voulais dire que les infrastructures qu'ils ont se construisent avec l'argent de l'État. Tandis que les autres ne reçoivent pas l'argent de l'État. Donc, ce n'est pas là la querelle. Ici, c'est le Congo qui nous intéresse. Ils sont Congolais, nous sommes Congolais. Notre cri de cœur, c'est de dire mettons-nous ensemble pour sauver notre nation. Voilà ce qui nous intéresse. Et en ce moment que l'on parle de la cohésion nationale, c'est ce qui doit nous interpeller. Et vous savez, nous les religieux, les chefs religieux que nous sommes, et la population, je vais vous dire, quelques Congolais de l'opposition m'ont dit, mais maintenant vous, nos pères spirituels, nous vous voyons comme si vous êtes divisés. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire de nous qui sommes vos fidèles? Je lui ai dit que au sein de la plateforme que je dirige, nous lançons les cris de cœur, que soyons unis. Nous disons aux autres confessions religieuses, n'offrons pas un spectacle à ceux qui nous voient, qui peuvent faire avec l'histoire, parce que l'histoire nous posera toujours des questions. Donc nous sommes ouverts
pourvu que la démarche que nous faisons soit transparente. Pourvu que la démarche que nous faisons vise la crédibilité du Congo et du Congolais. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire par là. Il y a problème de transparence, problème d'inclusivité. Donc nous ne pouvons pas exclure qui que ce soit, qu'il soit moins organisé ou pas, y compris les catholiques. Nous ne pouvons pas les exclure. Mais le langage qu'ils tiennent en traitant les autres des insignifiants. C'est ça non, ça c'est une insulte contre la population congolaise. Puis-je te surprendre que la plateforme que je dirige, qui sont-ils? Nous y avons Armée du Salut. Allez-vous dire que l'Armée du Salut est une quantité insignifiante? Nous y avons les kimbanguistes. Allez-vous dire que les kimbanguistes sont insignifiants? Nous avons les musulmans. Allez-vous dire que les musulmans sont insignifiants? Nous y avons orthodoxes. Nous y avons les Bangunza Pevialongo. Nous y avons les églises indépendantes. Nous y avons l'église anglicane. Nous avons toutes ces confessions religieuses-là et vous les mettez en bloc en trouvant que ce sont des quantités insignifiantes. C'est une insulte pour la nation. Alors, en parlant aussi de vos démarches, révérend, nous savons que vous, non seulement ici aux États-Unis, où vous êtes venu aussi rencontrer certaines personnalités, mais nous avons aussi suivi que vous avez rencontré l'ambassadeur de l'Union européenne concernant les initiatives de paix aussi, je pense que c'était en RDC, et même l'ambassadeur des États-Unis. De quoi avez-vous parlé quand vous rencontrez ces gens au pays? Au pays, nous n'avons pas rencontré seulement ceux-là. Au pays, nous avons été avec l'ambassadrice des États-Unis. Nous avons échangé autour de la guerre qui sévit à l'Est et nous lui avons montré que vraiment les États-Unis, la communauté internationale ferait une très bonne chose d'accompagner les Congolais dans cette situation. Et là, nous avons posé le problème des troupes qui occupent la partie Est. C'est que certains religieux n'osent même pas mentionner. Les cadavres qui sont dans des fosses communes, certains religieux n'osent pas mentionner. Quelqu'un te dira, je laisse l'ennemi tuer mon frère parce que moi je suis pasteur, je ne peux pas parler de cela. Si je parle de cela, ma casquette de pasteur m'est enlevée, c'est encore très grave. Il dit cela. Oui, que nous ne pouvons pas condamner le Rwanda parce que nous sommes des pasteurs, nous sommes des politiques. Mais vous prenez l'argent du Rwanda et quand est-ce que vous aurez la force de dire au Rwanda, quittez le Congo? C'est aussi ça la question. Parce que le Rwanda ne peut pas vous financer pour que vous puissiez lui dire après, quittez le Congo. Le Rwanda vous finance, comme il a financé son armée d'aller au Congo, il finance les prélats de véhiculer son message, pas autre chose. Pas autre chose. Est-ce que vous avez des preuves, révérend, de tout ce que vous êtes en train de dire? Bon, j'ai suivi l'interview sur les médias, où on dit, en tout cas, ils ont trouvé notre initiative louable. Alors, cette initiative louable pour quelqu'un qui occupe votre maison, c'est quelle initiative? Que venez me chasser de ta maison? Ça peut être... Je n'ai pas besoin d'entrer dans la tête de quelqu'un pour réfléchir à sa place, mais nous réfléchissons avec les faits. Les faits, à notre possession, c'est de dire, eux-mêmes, on dit, nous avons reçu l'argent du Rwanda. Nous avons reçu l'argent de l'Ouganda. Nous avons reçu l'argent du Kenya. Ce sont eux qui ont dit. Et maintenant, comme un bon analyste, tu te diras quoi, monsieur le journaliste? Quelqu'un a pris une partie de ton territoire, il est là-dedans. Et puis il te finance en disant, voici les moyens. Et puis, quand on pose la question, est-ce que vous recevez aussi de votre gouvernement? Mais si tu es journaliste, check l'interview, tu verras ce que nous appelons, vous êtes ici, les anglophones parlent de body language. Donc tu verras le langage corporel. La réponse du prélat est de dire, pas du tout. Je reprends sa phrase. Pas du tout.
Alors, c'est quoi la démarche? C'est quoi la démarche? Et donc, je voulais dire, s'il y a une interpellation pour eux, pour moi-même et pour tous les religieux de la République démocratique du Congo, c'est de leur dire, même si nous sommes des pasteurs, nous sommes des Congolais. Quand on vous entendra parler, on dira un Congolais a parlé. On dira un pasteur congolais a parlé. Réfléchissons le Congo, unissons les Congolais, ne les divisons pas. Révérend, revenons un peu sur comment... que pensez-vous personnellement vous êtes religieux, de l'impact ou on a entendu le pape à partir du Vatican prôner aussi pour la paix. Que pensez-vous de l'apport du Vatican en ce conflit en RDC? En tout cas, si le Vatican peut aider la République démocratique du Congo, c'est d'aider certains de ces prélats que vous ne pouvez pas salir les institutions de votre pays auprès des autres nations. C'est contre-productif. Vous pouvez parler pour la paix parce que vous êtes des pasteurs. Vous pouvez parler en faveur de la population parce que c'est la population que vous gérez, mais vous ne pouvez pas vous lever pour parler contre vos propres institutions afin que votre message passe. Donc, le Vatican, en les interpellant, ça apporterait une solution à la situation qui se déroule. Parce que ce que les autres disent, c'est de quoi? Ils disent, non, les troupes rwandaises sont à Goma. Maintenant, Kigali dit, c'est une question congolaise. Oui. Alors, qui sont utilisés pour faire véhiculer ce message-là? Ce sont les Congolais. Et là, nous disons aux Congolais, en tout cas, que le sang, la fibre nationale, puisse résonner dans notre organisme commun et que nous puissions parler avec respect de la nation. Parler avec respect de la nation. Comment votre partenariat, Révérend Ejiba, avec le réseau ministériel africain contribue-t-il à former les leaders émergents pour la paix et le développement? Oui, Africa Ministers Network, nous avons formé plusieurs leaders pendant plusieurs années dans les domaines du leadership, de la gouvernance et aussi de l'éthique ministérielle pour aider l'homme d'église à être un bon citoyen. Un bon citoyen est celui qui contribue au développement et celui qui contribue aussi au changement de son milieu et celui qui contribue au changement de la mentalité. Il est celui qui contribue à ce que les gens puissent apprendre à vivre ensemble. Je devais aussi commencer par cette question qui a aussi, d'ailleurs, dérangé tous les Congolais récemment. Pendant que vous êtes ici, nous avons vu ce qui s'est passé en RDC avec les pluies qu'on a vues récemment. Je ne sais pas, vous étiez ici aux États-Unis, vous avez appris la situation. Les Congolais partout dans le monde s'y sont plaints. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels d'ailleurs, des gens qui s'est demandé, mais Roger, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ces inondations à Kinshasa qui ont causé d'ailleurs de nombreuses victimes et des dégâts. Quels sont, d'après vous, Révérend, parce que vous êtes quand même un leader religieux, mais leader aussi politique dans votre pays, quelles sont les mesures immédiates prises pour venir en aide aux personnes touchées par ces inondations? Oui, ces inondations, ça a été comme vraiment une massue sur la tête des Quinois en particulier, des Congolais en général. Parce que quand une partie du corps est touchée, c'est tous les corps. Évidemment. Dans le cadre de la plateforme des confessions religieuses que je dirige, nous sommes en train de réfléchir. Il y a d'abord des messages de compassion. Dans le cadre de l'Église de Réveil du Congo, nous avons lancé un message, un communiqué de compassion. Nous sommes en pourparlers avec quelques pasteurs pour voir est-ce que nous pouvons aller au-delà de messages de compassion, poser les actes. Dans le cadre de la plateforme
Je suis ici, comme vous dites. J'ai été saisi par les amis de l'Armée du Salut et je salue vraiment l'initiative. Et nous fédérons tous dans cette initiative-là pour voir comment nous pouvons apporter tant soit peu. Parce que quand la douleur, même si elle est très forte, on cherche toujours même un calmant pour apaiser la situation. Donc nous disons que nous ne sommes pas bras croisés. Et notre communiqué de compassion va passer dans les heures qui suivent. Et en même temps, nous nous mobilisons pour voir les éléments matériels qui peuvent accompagner notre message de compassion. Donc nous disons à toutes les familles de la ville-province de Kinshasa qui ont été affectées par ces inondations. Je pense aux églises qui ont été inondées et qui ont perdu des instruments, qui ont perdu de tout ce qu'il y avait d'essentiel. Nous savons dans quelles conditions nos églises évoluent et les messages de compassion. Mais le Dieu que vous servez ne manquera pas d'apporter assistance. Révérend, quelles sont les prochaines étapes pour la plateforme des confessions religieuses dans l'avancement même de ces objectifs de paix et de réconciliation? Les prochaines étapes, nous continuons, je vous ai dit, que nous n'avons pas vu seulement l'Union européenne, nous avions aussi contacté l'Union africaine au travers de son ambassadrice à Kinshasa. Nous avons aussi parlé avec les amis ambassades de la Belgique et d'ici là, il y a quelques audiences qui m'attendent déjà à Kinshasa pour parler avec certains corps diplomatiques. Et puis, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes en pourparlers avec les Congolais. Nous avons parlé avec des responsables congolais qui sont de l'opposition pour dire, en tout cas, le Congo nous appartient à nous tous, c'est notre patrie, c'est notre héritage. Regardons tous dans la même direction, de manière à ce que la guerre cesse, la paix revienne, la réconciliation, surtout la réconciliation, soit un message qui peut être véhiculé par nous tous. Révérend Ijiba, merci encore une fois d'être là. Je devais d'ailleurs commencer par cette question-là quand même, parce que d'habitude, comment va le Congolais, Révérend? Vous avez vécu aux États-Unis pendant plusieurs années, vous avez fait le tour du monde, vous connaissiez déjà la situation du peuple congolais. Comment va le Congolais aujourd'hui? Le Congolais aujourd'hui voit son territoire violé. Le Congolais aujourd'hui voit la guerre lui est imposée. Et le Congolais aujourd'hui voit comme si une partie de son territoire est en train de vouloir le quitter et le Congolais ne gire que par l'intégrité nationale. Je vous informe que à des moments, moi je suis pasteur. Nous avons les fidèles, nous parlons avec eux. Ils accusent parfois quelques jours de retard de paiement de salaire. Mais vous les voyez tous en train de comprendre que notre pays est en guerre. Et donc, nous ne pouvons pas nous en prendre trop au gouvernement qui doit résoudre la question de la guerre. C'est déjà une façon de montrer que les Congolais sont matures. C'est une façon de montrer que les Congolais aiment leur pays. C'est une façon de montrer que les Congolais ne sont pas prêts à fléchir devant les agresseurs. Merci beaucoup. Et on ne sait pas aujourd'hui, d'après certains Congolais avec qui nous discutons, même dans la diaspora, Révérend, ils sont divisés aujourd'hui en ce qu'il s'agit du travail du président Félix Antoine Tshisekedi. Comment ça se passe au pays, vous qui êtes au pays? Ce que je dirais, messieurs les journalistes, je retourne à l'époque de Jésus, qui lui multipliait les pains, qui lui guérissait les malades. Mais tout le monde n'a pas été unanime pour son leadership. Il y a même ceux qui ont accepté que le sang de Jésus vienne sur eux pourvu qu'ils meurent. Pour dire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est un humain. Donc, vouloir qu'il a un bâton magique, quand il frappe, toutes les solutions du peuple congolais arrivent, non, ce ne serait pas idéal. Donc, s'ils sont divisés, c'est normal. Même dans une famille,
vous trouverez toujours les gens qui sont... C'est comme en élection. Je vais te donner un exemple. Il y a certaines nations lesquelles le président est élu à 98%. Est-ce que tu as déjà entendu les gens applaudir que c'est de la meilleure élection? Jamais. Mais pourquoi ils n'ont pas dit ça? C'est parce qu'ils se rendent compte, non, quand même, dans une nation, vous ne pouvez pas trouver l'unanimité. Ouais. Alors pourquoi on demanderait aux Congolais de dire, ouais, Félix Antoine Tshisekedi est là, donc unanimement les 100% des Congolais vont être d'accord avec lui. Non, il y a effectivement quelques personnes, pour des raisons peut-être qui peuvent être propres à eux, ou à elle en tant que personne, qui peuvent être mécontents, mais sûr. D'abord, son élection a parlé. Imaginez-vous, dans un pays à 450 tribus, un chef de l'État élu à 73% de voix. Ce qui a fait que les gens n'avaient pas la possibilité de contester. Parce que vous allez contester pour donner quelle raison. Donc, je voulais vous dire par là que les Congolais aiment leur président. Et pourtant, ils se plaignent qu'il n'a pas pu finir la guerre à l'est de la RDC. La guerre de la RDC n'est pas juste une question des Congolais. C'est une question qui a l'implication internationale. L'implication internationale, révérend, on parle d'ailleurs d'une rencontre avec du gouvernement américain et le gouvernement congolais, apparemment pour prendre les minéraux en RDC et garantir une certaine sécurité. Vous l'avez sûrement appris avec moi. Qu'en est-il de ce que vous savez? Et si c'est ça le cas, pensez-vous que c'est une bonne solution pour la RDC? Non, vous savez, quand vous avez des richesses, mais il faut savoir les exploiter. Et donc, quand nous avons des minéraux, mais c'est normal que le gouvernement de la République puisse entrer en contact avec les autres gouvernements pour dire qu'est-ce que nous devons faire. Alors, c'est quelqu'un qui critiquerait. Donc, il trouve que c'était bon que les Rwandais prennent nos minéraux, aillent les vendre frauduleusement, et nous sommes en train de regarder. Mais non, c'est pour dire que le gouvernement de la République, par l'impulsion du chef de l'État, a bien réfléchi qu'au lieu qu'ils aillent traiter avec le sous-traitant, qu'ils viennent avec nous-mêmes, les propriétaires des minéraux, donc les Congolais, qu'on fasse des deals. Et donc nous sommes d'accord que le gouvernement de la République puisse pousser les boutons, que nous-mêmes, nous puissions vendre nos minéraux et avoir les capitaux, au lieu que vous possédez les minéraux et que quelqu'un d'autre voisin vole ces mêmes minéraux-là, il améliore chez eux, et puis on vous dit, voyez votre situation, voyez comment elle est. Donc voilà, messieurs les journalistes, je vous dis que c'est un deal à encourager. Ce sont des choses à soutenir, non pas à cause des noms, mais à cause des bénéfices que nous aurons pour la République démocratique du Congo. Révérend Ejiba Yamapia, vous êtes leader aussi chrétien, mais aussi politique. Un message à tous les Congolais qui sont en train de vous suivre partout dans le monde aujourd'hui, de la diaspora ou en RDC. Tous mes compatriotes, de partout où vous vous trouvez, nous n'avons qu'un héritage commun, c'est la République démocratique du Congo. J'en appelle à la diaspora. Tous au pays, nous savons le rôle que la diaspora a joué et continue de jouer. Nous vous encourageons à défendre notre chère patrie, la République démocratique du Congo, en parlant d'une seule voix que l'intégrité territoriale doit être défendue par tous. Nous qui sommes au pays, nous nous encourageons, en commençant par les chefs religieux comme moi. Même si nous sommes des pasteurs, nous sommes des citoyens congolais. Le Congo nous appartient à nous tous. Les Congolais qui meurent au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, ce sont nos fidèles. Donc, manifestons cet attachement à notre territoire pour dire la cause de la nation. Est-ce que les Juifs n'ont-ils pas dit « Pour Sion, pour Jérusalem,
on ne se taira pas. Donc les Congolais, ne nous taisons pas par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Défendons notre pays, chacun de nous, dans ce qu'il le peut. Vous êtes sportif. Ne pouvez-vous pas suivre l'exemple de ces jeunes gens? Je vois encore ce jeune qui était à Kigali. Il a montré sa désapprobation en plein Kigali. Est-ce que nous ne pouvons pas voir ce jeune homme musicien qui a refusé de produire son concert en France juste parce que la patrie est en danger, que chacun de nous voyez en cela des exemples à suivre et que les politiques, si vous êtes au gouvernement, que vous puissiez savoir, les Congolais vous regardent. Les Congolais attendent que vous puissiez avoir un comportement qui permette le développement de la République démocratique du Congo, un caractère qui permet l'unité de tous les Congolais. Il est temps, peuple congolais, de vivre la cohésion nationale, de privilégier ce qui nous unit et de mettre un peu de côté ce qui nous divise. Que des querelles tribalistiques ne puissent pas prévaloir, mais que nous puissions dire le Congo nous appartient à nous tous et nous devons défendre notre Congo, chacun de nous, dans son domaine. Voilà le message que je peux avoir pour le Congo en disant la cohésion nationale, l'unité nationale, l'inclusivité, la défense du territoire. Révérend Ejiba Yama-Pierre, vous étiez l'invité de Grands Enjeux. Merci encore une fois pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour votre disponibilité.